Hi everyone, good morning, good afternoon, Bonjour tout le good monde. evening from anywhere in the world. Bonjour, bon après-midi, I'm so bonsoir, glad to have you selon là où vous vous to trouvez. discuss On est très heureuse de vous cohort avoir aspect of aujourd'hui today's webinar. et on espère qu'à la fin de ce Many of webinaire, us would know vous this aurez le sentiment the d'avoir webinar today bien fits into passé the votre temps. interdisciplinary Euh, um, group on population health alors, ce webinaire est organisé donc par l'Association interdisciplinaire pour les session. sciences de To la begin with, I would like to population, introduce enfin myself. les sciences My de la name is santé et de la Goodness population. On a Olubisi, travaillé avec eux pour and organiser I cette session. would also Mais like to d'abord, j'aimerais me introduce présenter. humanity. Je suis Goodness. I am from Yala local government in Nigeria, J'aimerais aussi vous dire de and quel point de Yala vue is je vous a parle. small minority group. Je viens du If you Nigeria. know Nigeria as a country, Yala is a small minority group. Je fais partie d'un Also, groupe I minoritaire am currently doing euh, my master's in au Nigeria, health donc. policy planning and Et policy at the London School of je Health suis en Management. train This has been made by Citizen de Science faire un University, master London, Massachusetts. And sur le studying financement in de la Nigeria, santé I had my et en bachelor's in sciences public health at the politiques. University of Calabar, and J'ai my commencé mes études au educational Nigeria trajectory has been based on the et influence and puis support of my family. And then for my par master's la suite, program, ma I received formation here s'est in the UK focalisée the Achieving sur, Scholarship, which is disons, a d'abord, je me scholarship that suis is focalisée sur comment eventually soutenir ma famille awarded et partnership between ensuite, Nigeria and the UK government. j'ai obtenu une Now, bourse these bearings, in a way, impacts on why une bourse de um, coopération entre le Nigeria as a Nigeria et le country, which was gouvernement du colonized by Royaume-Uni. the British Euh, over 60 years ago. And my Comme vous le vision savez, is le that Nigeria est un space pays qui a in été the last 60 colonisé il y years. a plus de I 60 ans par have le taken this gouvernement initiative from a britannique. personal experience of how Et dans les having 6 dernières années, moi, reproductive health services has shaped my life from my j'ai mother été directement who impliquée dans la had planification a familiale. baby and Ça, brought ça a us vraiment façonné into ma vie et quality celle de ma care. mère At the aussi, same time, qui through my engagement on programs, public health programs and projects, et bon, I have also en même seen temps, the power shifting à travers mon implication when it dans comes ce to type de programs and programme, projects j'ai and how aussi these are implemented in line with what are the observé health les needs of the dynamiques de community pouvoir en termes de qui and what is décide the de ce role dont on parle, and the et accountability that puis comes with them. And in my growing et en face de career, ça, I quels sont have les to besoins ask réels des myself, why are we communautés? doing this? And Et what j'espère pouvoir jeter des long term ponts and short term has the sustainability entre ces behind questions. it? Et d'ailleurs, c'est des questions que je me So all pose of this led to my toujours. De current quelle manière est-ce engagement qu'on as a peut co-chair of the assurer National Committee on un Family développement Planning, plus durable et équitable? particularly the power shifting for Global Health Equity Subcommittee, Je suis aussi which donc I'm currently affiliated with. And we have had présidente been involved with du the comité pour le transfert de getting a pouvoir working conversation de to l'AICFP. challenge the status quo, to call out these power structures Donc moi, je in me suis impact. chargée And one of the d'encourager des strategies discussions, des to dialogues, drive des débats individuals autour and des institutions différentes structures de to pouvoir commit et to sharing leur and shaping impact. power and to enhance Et people surtout, engagement comment est-ce across qu'on peut different public health encourager sectors. les institutions So that is elles-mêmes à my changer, à for my role, transformer euh, and I'm le so glad pouvoir, to les be here. dynamiques de pouvoir. So to Donc also ça contribute c'est to this voilà, conversation, many of us c'est un peu ma présentation. Je suis vraiment participate très in heureuse different d'être health ici. sectors, different Maintenant, j'aimerais communities. And demander, when I shared it last week with euh, my circle, à vrai dire, there vous seems to have tous been et this toutes concerns, qui écoutez ce and some webinaire people who aujourd'hui, understood what power shifting is were like, je I'm je interested vais to vous see demander si how vous this pouvez intersects with the work I do as En, a researcher en and juste as une an minute, on va activist. vous lancer And un for some sondage et est-ce que people, vous they were pouvez y interested répondre to en actually nous hear disant what qui vous power êtes? Donc, la première analysis I have question, to share in the comment est-ce context que of vous décririez the votre rôle history and professionnel en un power ou deux shifting mots? and the Par exemple, dynamics est-ce que vous êtes and what we are scientifique, looking forward to in terms collaborateur, of collaboratrice, equity, analyse de données, etc. Comment est-ce que vous vous engagement in décririez population health. en un ou deux mots? What Est-ce que looks vous like êtes for you? étudiant, The étudiante? two Est-ce que vous êtes segments mère? we would be sharing Décrivez-vous en un ou deux the mots. link, the exam board for you to share what is power. Donc, So les it panélistes ne doesn't peuvent pas have to répondre, mais be tous any les dictionary participants peuvent. definition or Wikipedia definition.
You can just share in your own words what is power. We just have like a second to respond to this. So if you would like to just share with us what is power. Agency, beautiful. Influence, I like the phrase. It helps us to just get on it immediately. Autonomy. Autonomy is coming up again. Thank you. Control. Control. Donc, on a quelques réponses. Bien sûr, dites-nous, mon équipe peut vous aider si vous avez des problèmes avec ce sondage, si vous n'arrivez pas à y répondre. Faites-nous signe et on vous viendra en aide. Agencies coming again. Sit at the table. I agree. The feminist in me is saying yes, yes. Often associated with money. Very true. Okay, we've gotten really amazing response, and I also have like 2 more questions coming up. I see that power is a voice. Thank you. My colleague is going to share another question, which we have. Je pense que la plupart d'entre vous avez pu répondre à cette question. Merci beaucoup de votre réponse. Who has it? So who has power? To the best of your understanding. Again, it doesn't have to be anything technical as you understand it. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, so who has this power you have described? Moi, je me demande quel est votre centre d'intérêt. Depends on the moment. Yeah, I agree with you. It's relative in some instances. Et en fait, j'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez le transfert de pouvoir. Comment est-ce que vous concevez ça dans le cadre de votre travail? Et aujourd'hui, ce webinaire va se focaliser sur l'histoire un peu et pour comprendre ce qu'on veut dire par engagement équitable. Et ça m'amène à la deuxième question du sondage pour savoir, de votre point de vue, quel est le pouvoir? Vous n'êtes pas obligé de donner une définition du dictionnaire ou une définition de Wikipédia, mais juste avec vos propres mots, quel est pour vous le pouvoir? Thank you so much for this amazing response. Wealthy institutions and government. We have one last question, and this is going to connect to what is power to you. Le pouvoir d'agir, l'influence, l'autonomie. L'autonomie, c'est un mot qui revient. Contrôle. Contrôle. La prise de décision, l'autorité épistémique, le contrôle des décisions, ne pas entendre quand on nous dit non. J'ai l'impression qu'on a plusieurs définitions contextuelles ici. S'asseoir, avoir une place à la table, je suis d'accord. Souvent associé à l'argent, c'est très vrai. Bon, je vois aussi le mot voix. Merci. J'ai aussi 2 autres questions à vous soumettre. Donc, maintenant que vous avez défini le pouvoir selon vous, selon vos termes, qui, selon vous, détient le pouvoir? Ici encore, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de donner une description technique, une définition technique du mot, mais pour vous, qui a le pouvoir? L'argent, ça dépend du moment. Oui, je suis d'accord avec vous. Dans certains cas, les bailleurs de fonds, quiconque prend les décisions, les décideurs ou décideuses. Alors, j'ai l'impression je vois qu'il y a un certain alignement
les élites, les personnes avec des privilèges, les institutions, l'argent. Je suis d'accord avec cette notion de privilège. Je crois que les gens qui travaillent ensemble à travers la synergie, je veux souligner le pouvoir de la synergie, les administrateurs, les superviseurs, les politiciens, les ONG internationales, les institutions et gouvernements riches, les billionnaires. Merci beaucoup pour cette participation. J'ai une dernière question à vous soumettre. Dans votre propre sphère d'influence, dans votre propre travail ou dans votre propre communauté, comment est-ce que cela impacte notre travail? Comment est-ce que cette définition du pouvoir et qui le détient impacte votre travail? Quel effet ça a sur votre pouvoir? Alors, il faut toujours répondre à ceux et celles qui détiennent le pouvoir. Ça détermine quelles questions de recherche sont posées. En sociologie, c'est notre devoir de dire la vérité à ceux et celles qui détiennent le pouvoir. Là, je vois que certains disent que le pouvoir définit les priorités et les biais idéologiques. En partie aussi, qui obtient les financements. Ça a un impact aussi sur les besoins d'obéir pour obtenir à certaines règles, pour obtenir des fonds. Ça définit les programmes, les priorités, le suivi et évaluation. C'est les rapports de pouvoir inégaux créés, donc de l'inégalité. Ça détermine les voix de qui est-ce qu'on écoute, qui est-ce qu'on entend. Ça définit qui est-ce qu'on voit comme le public clé, le public cible quand on définit les messages qu'on veut transmettre. Ça, vraiment, ce sont des perspectives très, très intéressantes et je vous en remercie beaucoup. Et ça, c'est une très, très bonne introduction pour vous pour entamer cette discussion sur quel est le contexte derrière ces relations de pouvoir dans le cadre de la population, de la santé, ou de la santé de la population. Ici, aujourd'hui, nous avons deux intervenantes qui sont une grande source d'inspiration, pour nous. Je vais leur donner la parole dans une seconde. Mais d'abord, je vais vous dire un peu ce dont on va parler. Alors, comme certaines d'entre vous le savez peut-être, on a organisé une série donc de conversations et aujourd'hui, on va se focaliser sur l'histoire de la planification familiale et la santé de la reproduction. Et comment est-ce que ces héritages historiques ont toujours un impact sur la situation dont on a hérité aujourd'hui. Donc, j'invite donc mes panélistes à prendre la parole. D'abord, si vous pouvez vous présenter et présenter aussi votre position, votre point de vue. D'abord, nous avons la participante de Vicenza Maseo. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Vincenza, je suis doctorante au département d'histoire à l'université de Johns Hopkins. Je travaille précisément sur l'histoire africaine. Et donc, je travaille dans plusieurs instituts de recherche à l'université de Johns Hopkins. Je suis d'origine italienne. Je suis basée à Baltimore, aux États-Unis, à l'heure actuelle. Takes a very different shape with divergent outcomes where private and public healthcare exist
Donc, je travaille sur ça, sur comment est-ce qu'on utilise l'espace intellectuel dans les grandes universités américaines. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, très jeune, je pensais que j'allais que j'allais être médecin. Mais très vite, je me suis rendu compte que nos corps dans la médecine n'étaient pas non seulement racisés, mais en fait, ça m'intéressait. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'étude de l'histoire pour comprendre un peu d'où ces représentations venaient et pour comprendre toutes les conditions qui créent certains problèmes liés à la violence structurelle, pas seulement dans le cadre de la santé, mais dans la société au sens large. Donc aujourd'hui, on va travailler, je vais parler aujourd'hui des histoires du contrôle des programmes de contrôle de la population. J'utilise une étude de cas dans cette présentation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc d'abord, pour vous donner un bref aperçu de ce que je vais couvrir, j'aimerais donc cette présentation est divisée en 3 sections. D'abord, on va parler des concepts fondateurs et des histoires du contrôle de la population dans les pays du Sud. Ensuite, on va parler de l'étude de cas en Afrique du Sud. Alors, avant de commencer, ce que je voudrais, c'est vous présenter certaines de ces définitions parce que je ne sais pas d'abord qui écoute ce webinaire aujourd'hui, donc, mais je veux m'assurer qu'on s'entende, qu'on ait la même définition pour cette présentation. Alors, comme vous le savez, la santé de la population, c'est à la fois un concept, mais aussi une approche. Quand on parle de concept, on parle des résultats de santé pour un certain groupe de la population. Et ce groupe peut être défini de manière générale ou pas. Ça peut être une nation, ça peut être un groupe de personnes. Mais dans cette présentation, je vais me référer à la santé de la population comme une approche. Et là, je me réfère à tout un spectre de services de santé et leur interaction entre elles qui se limite pas simplement à la promotion de la santé, mais aussi, ni au traitement, aux soins de santé, mais aussi différentes approches pour améliorer la santé de la population en général. Et ce qu'on appelle donc la santé de la population et l'approche de santé de la population est définie vraiment différemment. Et il y a plusieurs modèles un peu concurrents. Donc, je vais y revenir dans la présentation. Alors, quand on parle de contrôle de la population, on en parle beaucoup généralement comme la pratique de la planification de la population mondiale humaine. En théorie, donc cette pratique du contrôle de la population, l'idée c'est de planifier l'augmentation démographique ou l'inverse. Mais historiquement, cette planification démographique a une politique explicite et c'est quelque chose d'assez récent et qui fait complètement partie de la création de l'État-nation tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et en partie, ça dérive du mouvement eugénique, dont l'idée, en réalité, c'est de contrôler la composition de la population. Cette philosophie a joué un rôle important dans les colonies et dans l'Empire français et britannique. Alors, souvent, pour beaucoup de femmes, what Mundimbe calls the invention of Africa in his book by the same name demonstrates how the production of myths regarding the continent were central to its making in the European imaginary and were motivated in public discourse to justify colonialism. Bon, les concepts dont j'aime vous parler ont l'air à peu près simples, mais
necessary to not only dismantle the stereotypes that have been fundamental to the production of family planning, but persist in biomedicine and family planning initiatives today. So we're moving into the second section of this talk, which is a brief history of population control. For this talk, I'll begin with Margaret Sanger, who was a women's health nurse or a nurse in women's healthcare, and she traveled between Europe and the US advocating for women's right to use birth control in the early 1900s. In 1921, she founded the American Birth Control League, which then became what most of us know as Planned Parenthood Federation of America. And while in India, she co-founded the International Planned Parenthood Federation in 1952. While this particular federation is now based in London and addresses women's health broadly put, Sanger's legacy for the Global South has its roots in her earlier work, which became fundamental and foundational to the development of family planning through intergovernmental organizations. First, Sanger argued in favor of negative eugenics. She claimed that, begin quote, more children from fit and less from unfit families was a chief issue of birth control. Her book, The Pivot of Civilization, read widely in Britain. Alors, je vais vous parler ici rapidement des processus de colonisation pour qu'on ait juste une vue d'ensemble de ces processus qui impliquaient l'expropriation des terres. Ça a impliqué des cadres légaux de taxation, d'imposition, et aussi des nouvelles formations de violences directes et indirectes. Et à vrai dire, les projets de planification familiale ont fait partie de ces programmes imposés. With the end of the Second World War and the emergence of the US as a new global power, Alors, a familiar concern over population growth abroad rematerialized, with a need for raw materials for American industry specifically, the looming independence of African nations beyond 1960, and population growth across the Global South, organizations and foundations took population control discourses under their guise and control. By 1970, the U.S. Agency for International Development devoted itself to specific forms of population control planning in the developing world. It's against this backdrop that the population establishment, as defined by Hartman and spoken about Hartman, emerges on a global scale with billions in funding from the U.S. and millions from across Europe. Made up of the World Bank, USAID, and the UN Fund for Population Activities, the population establishment collectively controls the flow of international funds to developing countries based on foreign agendas and narrow population programs rooted in American ideals. Historians of Africa commonly refer to this as neo-colonial. Vous avez peut-être entendu parler de Margaret Sanger. Elle était infirmière. Elle a travaillé beaucoup en Europe, aux États-Unis, et elle plaidait en faveur du contrôle des naissances. Elle a fait donc partie de la Fédération de planification familiale aux États-Unis. Cette fédération aujourd'hui est basée à Londres. Many countries, including Zimbabwe and Kenya, have argued against these policies, but incurred debt, which often then required additional debt financing from the World Bank. Put differently, a cycle of debt and debt repayment repeats itself. In addition, as Mark Eprick, a historian of Africa, points out, the World Bank often provided loans which redirected or directed healthcare expenditures. Funding assistance, for example, of urban hospitals in Zimbabwe was contingent on the introduction of private medicine through service fees, which users could not afford. Mark Eprick shows that where structural adjustment programs existed, a dramatic decline in hospital and clinic visits followed, especially for pre- and antenatal care and delivery. In the third part of this talk, I'd like to dive into what I call the paradox of South Africa.
South Africa is, I believe, a paradoxical case study for women's reproductive rights. At present, it boasts one of the world's most capacious constitutional rights to healthcare, which includes both contraception and abortion. South Africa's 1996 Choice on Termination of Pregnancy Act permits girls above the age of 12 to procure an abortion without consent and demands that healthcare be both accessible and affordable, or put differently, publicly funded and free, so no out-of-pocket cost. Its history, however, is defined by divergent population control programs and by the early 1900s, the problem of illegal or clandestine abortion. So how did we get here? In Southern Africa, European settlement began in 1652 with the arrival of the Dutch East India Company in what we currently know as Cape Town. As the Dutch and British built colonies, they implemented Roman Dutch laws which criminalized abortion unless, in some cases, deemed medically necessary. These laws persisted through the formation of South Africa in 1910 to the election of the National Party in 1948 and the creation of what we call the apartheid state. This is a state that believed in the segregation of white settlers who were South African and Black South Africans. It's very much a structure of apartheid that relied on formal means of segregation. Before the arrival of Europeans, Catherine Burns suggests that oral histories demonstrate that midwives performed abortions and that women used herbalists to procure contraception. According to Suzanne Clausen, a historian of South African gender, the governance of women's bodies, sexuality, and fertility was of central and key importance to the maintenance and creation of the apartheid state. Within 2 years following its election, the National Party criminalized mixed marriages and passed the Immortality Act, which forbade sex between whites and all other races, and that's in quotations. The state, to increase its white population, generally denied white women the right to control their own reproduction. However, in 1938, it created subsidized birth control clinics, which sought to selectively curb population growth of poor whites only. While these clinics were limited in size, scope, and users, by the 1970s, illegal abortions were described in South Africa as a social epidemic, with an estimated 250,000 South African women undergoing illegal abortions, the majority of whom were Black South African women. In response, an array of actions materialized. In 1974, the National Party placed what was called a gag order on hospitals to end medical reporting on unsafe abortions in an attempt to curb criticism of its population control program. Its Department of Health also sought to limit population growth by providing Black women with contraceptives under the guise of family planning. In part, and due to doubts over its safety, Depo-Provera was introduced to South Africa and India earlier than Europe and the US. What resulted is still an unknown number of African girls and women being injected with Depo-Provera without their consent or knowledge. In the early 1970s, June Cope formed the Abortion Reform Action Group in South Africa, but select members argued for the compulsory sterilization of poor, and specifically poor illiterate African women. Despite this dizzying array of population control programs and projects, Catherine Burns estimates that over 50% of women living in urban cities like Johannesburg use some form of contraception despite the policies. By 1994, South Africa had a higher density of contraceptive services than anywhere else in the world. In this way, South Africa's transition to democracy and support for reproductive rights with the election of Nelson Mandela and the African National Congress is not entirely unexpected. In recognition that anti-colonialism required the establishment of bodily autonomy and the rights of a person for Black South African women, reproductive rights were enshrined into law. In addition, and based on these histories of coercive family planning through Depo-Provera and the Delcon IUD, which was also used in South Africa during the same time and led to many women dying, the post-apartheid government approached foreign lenders and agency with much caution.
In conclusion, my research suggests that biomedicine and global health projects must rethink the premise through which they operate, their funding sources, and how they interact with and encounter biomedicine, women, patients, and Indigenous forms of medical knowledge and practice. Undoing all forms of structural violence must be foundational to any work surrounding population health. And I think South Africa is an interesting case in which these things happen simultaneously. Thank you very much. Excellent. Thank you so much for sharing with us, Dr. Vizenza. And I want to believe that for many of us who are part of this discussion, and maybe from Africa or South Africa, we can lean in on this history and Est-ce que vous m'entendez tous bien? where we are coming from and the current status of things. Alors, je vais vous partager ma présentation. Et je crois que ça fait un bon écho à la présentation qu'on vient d'entendre. Aujourd'hui, je vais vous parler des programmes de planification familiale. Et on vient de parler du fait qu'on est en train de changer la terminologie et les terminologies de la planification familiale ont changé dans le temps, et c'est important de se poser la question de pourquoi est-ce que ça change, pourquoi est-ce que ça a changé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de décolonisation et qu'est-ce qu'on entend par là. Alors moi je travaille dans la santé sexuelle et reproductive communautaire au Royaume-Uni. Je suis l'autrice d'un livre qui s'appelle Divided, divisé en anglais, qui va sortir dans quelques mois. Et ça parle un peu de comment est-ce que, pourquoi est-ce que c'est important de décoloniser la santé. Je suis aussi doctorante. Je suis aussi fondatrice de l'initiative pour la justice reproductive, Reproductive Health Justice Initiative, qui avait un autre nom précédemment. C'est une organisation caritative qui travaille à réduire les inégalités. Alors, je vous propose les objectifs d'apprentissage suivants à travers cette présentation. D'abord, l'idée, c'est d'avoir une compréhension basique de la relation entre le colonialisme et la santé. Je vais aussi aborder donc des nouvelles approches, dont les cadres de justice reproductive. On va parler aussi des critiques du malthusianisme. Et puis donner quelques exemples de pratiques coloniales et néocoloniales, à la fois dans les pays du Sud et du Nord. Et puis comprendre quel cadre de pensée du décolonialisme on utilise, y compris dans mon propre travail au Royaume-Uni. Alors, je vais vous parler d'abord donc de l'université de University College à Londres, qui a joué un rôle important dans ma propre trajectoire. Aux États-Unis, on commence l'école de médecine à 18 ans et ça dure 6 ans. Moi, j'ai d'abord travaillé en anthropologie de la médecine pendant 1 an. Donc, on célèbre souvent l'histoire de cette institution comme une institution séculaire dès sa fondation, mais son histoire est un peu plus complexe que ça. Mes parents, en fait, sont d'origine nigérienne. Et mon père est allé à l'université de médecine à Ibadan, au Nigeria. Et en fait, il m'a expliqué que cette université a été construite à l'image de l'université du Collège de Londres. Et dans le process de colonialisme de l'époque, l'éducation était partie prenante, c'était un aspect clé du colonialisme. Bien qu'à l'époque, elles étaient réservées à l'élite des pays pour aider à créer, à contrôler bien sûr, mais aussi à promouvoir les valeurs européennes. Et donc c'est important, je crois, aussi de rappeler
les liens de cette institution avec le mouvement et l'histoire de l'eugénisme. C'est cette université qui a hébergé le laboratoire de Galton. Et à vrai dire, les origines de l'anthropologie de la médecine sont assez sombres. L'idée à l'époque, c'était d'observer le colonisé et d'en dériver des conclusions sur l'humanité, sur... familiar with the ties of UCL and its history to eugenics through my medical anthropology degree. So in my third year of university, where I was sitting in the theatre, the Galton Lecture Theatre, and I was informed that Donc, the origins of medical anthropology are a little bit dark. Essentially, it's a specialism en 2018, exploring the other. on s'est rendu compte que cette institution avait organisé des conférences eugéniques. Francis Galton, et c'est important de se souvenir que ces philosophies ont été décréditées en particulier à cause de la tragédie qu'a été le nazisme. Mais ces mouvements-là ont émergé de manière très subtile, à vrai dire, au sein même de la planification familiale. Et c'est important de le rappeler que c'est des notions qui s'immiscent de manière très subtile au départ, avant qu'elles soient décriées plus tard dans l'histoire. Alors, Sir Francis Galton était très respecté. Son idée de l'eugénisme, c'était que l'humanité pouvait être améliorée à travers l'élevage, disons, sélectif, l'accouplement sélectif des hommes et des femmes. Et il croyait beaucoup en la mesure, il était obsédé par l'idée de mesurer les choses et il a beaucoup, enfin son fils, Carl Person, a contribué beaucoup au développement de l'anthropométrie en particulier. Et quand on comprend ça, on se rend compte en rétrospective que son travail était imprégné des idées eugéniques et de l'eugénisme. Mais sa plus grande contribution en termes d'impact, en particulier, ça a eu un impact en particulier sur les populations colonisées. À vrai dire, le Royaume-Uni n'avait pas de politique eugénique à proprement parler, comme ça a été le cas dans certains États des États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et des pays dans lesquels il y a eu des politiques qui restreignaient la procréation de certains groupes de la population. Mais Pearson, donc le fils de Francis Galton, est devenu donc le premier professionnel qui a travaillé sur l'eugénie. Et lui était très engagé. Donc lui, il était convaincu du fait qu'on pouvait déterminer, qu'on pouvait catégoriser les hommes en fonction de la taille de leur crâne, etc. Et c'était donc son approche, c'était de comparer différents groupes et de déterminer leur degré de différence pour pouvoir dresser des typologies, des catégories de personnes. Dans le contexte britannique, ça s'est traduit en termes de classe, mais Pearson's coefficient, which lots of us use in statistics if we do population health or we do any kind of
kind of epidemiology and things like that. But that was very much Il derived a, from this donc on sait idea aussi of qu'il a population conduit de la fearlessness that he recherche was comparing expérimentale sur groups, and he wanted to know des how people, étudiants how en much milieu they differed scolaire. and control for Et, that, so people could be neatly placed into these categories. et So often ce it's qu'il pensait disputed vraiment, that c'est que eugenics actually was a very l'humanité short pourrait phase, s'améliorer si particularly on within pouvait British context. contrôler, People say it was one of the first, but it was quite a many si on things. pouvait There's quite clear contrôler evidence when you look through la reproduction. À l'époque, on peer pensait que support la evidence that people have criminalité, c'était experienced this, quelque but chose d'héréditaire, them as par the exemple. forefathers. That was Et also donc, very pour lui, c'était dans ce racialized, sens-là qu'il fallait particularly contrôler le conducting développement de la experiments in population. Jewish school children in East London, as well as Galton travelled extensively around Namibia. He would collect specimens, bring those back for analysis, and so forth. And he really felt that mankind would be best if we could control Donc, for things such as racial l'école de degradation, médecine tropicale et d'hygiène de Londres a été fondée en criminality, for the time 1899 thought to be par le hereditary, bureau colonial people that du gouvernement non-white britannique. census, Et l'idée disabled, derrière cette young person, institution, we needed c'était to qu'il control these fallait populations. contrôler So les after I maladies went to UCL, I did infectieuses my master's at the London qui School étaient of en train Tropical de Health in disséminer sexual des reproductive troupes health research. déployées dans les And colonies this britanniques was, quite a few years ago dans now, at l'idée the de time, having conquérir been ces studying territoires. colonial Et past donc, il colonization, fallait to contrôler, really maneuver c'était the trade vital out there. pour les LSH pays was colonisateurs, pour very l'Angleterre, much de done, contrôler by the colonial ces empire, maladies. supported Mais quand by moi, je suis funds allée, contributed by colonies through what they were producing themselves and sent back to British administrations. And the idea behind these institutions, including the Liverpool School of Tropical Medicine, was that we needed to get a hold of infectious diseases, things like yellow fever. moi, donc killing j'ai visité cette troops, institution et j'ai observé colonizing was impacting des Britain's restes ability de to ce passé successfully colonial. conquer these territories. So we needed to delve down into these diseases, find cures. And obviously the work of LSH10 has transformed over the years, and the dynamic is not so much one of that. However, when I went to LSH10, Par exemple, un exemple de cet héritage colonial, c'est que les personnes qui tendent à obtenir des financements pour mener de la recherche tendent à avoir le même profil que par le passé. Donc, mon expérience donc à l'université du Collège de Londres a été très formatrice, mais j'ai aussi pu comprendre mieux cette histoire coloniale. Moi, je menais, comme je l'ai mentionné, de la recherche en santé sexuelle et reproductive. Donc, je me suis focalisée bien sûr sur l'héritage de l'eugénisme dans ma discipline. Places where the research has been done and not necessarily appropriately credited for their contributions. And so we have to also bear in mind how Donc aujourd'hui, quand on these pense institutions continue à la to be shaped by some of this contraception, information. So my experience at LSHM was very formative to me again. bon, je vais passer assez vite sur ces diapositives parce que je crois que j'aurai pas assez de temps sinon. Mais quand on parle de contraception, généralement, ce qu'on cherche, c'est à aider les personnes à planifier leur famille, à réduire les grossesses non désirées, à prévenir des complications pendant la grossesse, à réduire les avortements non sécurisés. On sait que de nombreux pays ont encore aujourd'hui des taux d'avortement non sécurisés extrêmement élevés. Mais la contraception peut aussi avoir un effet très bénéfique pour contrôler les règles abondantes, l'anémie, certains effets hormonaux aussi, comme ça peut les aider par exemple pour l'acné, ou ça peut réduire les règles douloureuses aussi. Donc les raisons pour lesquelles on attache de l'importance à la contraception sont multiples. Mais il y a aussi une autre approche, un autre angle par lequel certaines personnes voient la contraception aussi. Pour eux et pour elles, la contraception aussi aide à réduire l'avortement parce que pour certaines personnes, l'avortement, c'est moralement
mâle. Et donc, certaines personnes peuvent soutenir la contraception pour réduire l'avortement d'un point de vue moral. To reduce abortion rates, and as I said, to reduce unsafe abortion is different. Some people feel that contraception is key because we just Certaines personnes peuvent considérer la contraception comme importante parce qu'elle permet de réduire les dépenses pour les enfants et liées à la garde des enfants en particulier, pour réduire la pression sur l'habitat en particulier. En Angleterre, c'est un petit pays. Les gens disent de plus en plus qu'on n'a pas assez d'espace. Donc, à qui est-ce qu'on peut donner la compréhension pour réduire la pression sur nos services de santé? Dans le cadre du changement climatique, et aussi, on parle de la contraception, aussi pour donc réduire les émissions de carbone. Et puis pour l'idée donc is looking after them to reduce pressure on housing, particularly in Britain, a small country, or small, 4 nations, people increasingly saying that we don't have space, we're full up. So who can we give contraception to reduce the pressure on our services, our health services? Increasingly, with climate change, more conversations about reducing pressure on the environment, reducing carbon emissions, part and parcel, a little bit of the same conversation. Donc, c'est aussi pour réguler à quelle population, par exemple en Italie, qui a un très faible taux de natalité à l'heure actuelle, certaines personnes sont préoccupées par l'influx des migrations et des nouvelles familles migrantes qui ont un plus grand nombre d'enfants. Donc, la question autour de la contraception est très complexe, beaucoup plus complexe que ce à quoi on la réduit parfois. Et on parle généralement plutôt de la diapositive précédente sur les quelques bénéfices clairs de la contraception. Mais on ne parle pas beaucoup de ce que pensent vraiment les gens, qu'est-ce qu'ils ont vraiment en tête, quelles sont leurs raisons réellement pour implémenter les mesures de planification. Je vais vous parler maintenant de Thomas Malthus, parce que ses idées ont été assez centrales à comment est-ce qu'on pense la population, la planification de la population aujourd'hui. En 1798, il a rédigé un essai sur comment est-ce que si les denrées alimentaires augmentent, alors ça encourage la croissance démographique et au final, au-delà des ressources disponibles, donc ce qui n'est pas durable, ce qui pourrait mener à une surpopulation de la planète. Alors bien sûr, on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui ont un impact sur la population, que ce soit les pandémies, le climat, la population peut changer. Et l'idée d'allocation, de distribution des ressources est très importante. Si les ressources ne sont pas distribuées de manière équitable, ça a forcément une implication sur la population. Certaines personnes peuvent manger 10 fois par jour, tandis que d'autres n'ont qu'un sac de riz pour survivre. Donc, pour vous donner vraiment un bref aperçu, on a parlé un peu de la pensée de Malthus, mais c'est important d'avoir quelques faits en tête, quelques points clés du développement de la contraception, de l'histoire moderne de la contraception. En 1909, on a eu le premier dispositif intra-utérin qui a été créé. C'était une nouvelle invention. En 1914, on a déjà parlé de Margaret Sanger, mais ça a été un moment très déterminant, un moment charnière dans l'histoire de la contraception, parce qu'elle a utilisé le terme de contrôle des naissances et souligné son bénéfice à des fins eugéniques.
Dans les années 40, l'invention de l'implant. Dans les années 50, les premiers essais de la pilule ont commencé. Dans les années 60, la pilule est devenue disponible pour les couples mariés aux États-Unis, en Angleterre. Margaret Sanger's legacy a bit already, so I won't delve into this, but it was quite a turning point in terms of understanding the birth control at the time. That's what Margaret Sanger used. Was beneficial or could be beneficial in terms of eugenics, which I'll touch upon in a minute. Then Ici, in the 1940s, we started to get actually the early development of implant devices. bon, ici, je me réfère à tout un discours aussi qui a nourri l'histoire de la contraception. C'était que certaines méthodes de contraception devaient être canalisées pour certaines populations, sinon, en particulier migrantes, parce que sinon, ils allaient prendre le dessus sur la population blanche. Donc, c'est la théorie du remplacement, du grand remplacement, bien sûr. En 1963, c'est l'invention des injectables contraceptifs. Et en 1970, la pilule est plus disponible de manière plus générale. Puis, Norplant a été mis sur le marché en 1983 au Royaume-Uni. Et donc, dans les 3 dernières décennies, la contraception, c'est l'un des domaines d'innovation médicale les plus dynamiques. Quand on pense à l'héritage de l'eugénisme et dans la planification familiale, not just to married couples, which was often the factor in Britain in terms of stopping it being accessible to everyone. Norplant was marketed in 1983. Vraiment, le nom à retenir, c'est Francis Galton à l'université du Collège de Londres, qui a défini vraiment ce mouvement eugénique. Getting kind of new devices, sometimes not quite dissimilar to previous ones, but I think this is important to understand. Ensuite, Mary Stopes, certains d'entre vous en a déjà peut-être entendu parler, c'était vraiment aussi la porteuse du message eugénique en Angleterre. Il y a une organisation Internet Mary Stopes International a été nommée après elle. Elle était en réalité fermement contre l'avortement, mais pour la contraception. Et je vais transmettre quelques citations, mais pour elle, la contraception, c'était un moyen d'endiguer les dégradations de certains individus dans la population. She was actually anti-abortion, but very pro-contraception. She met Galton when she was very young and was very enamored with the idea of eugenics and actually joined the Eugenics Educational Society in 1921. And I'll show you some quotes about. C'est assez ironique parce que Mary Stopes a été à la même école que moi, à l'université du Collège de Londres. Et en fait, c'est assez intéressant parce que les idées d'eugénisme reviennent encore aujourd'hui. Il y a des relents de cette philosophie-là. Alors, une chose qu'elle a dite, par exemple, Mary Stopes, c'est que la stérilisation des personnes inaptes soulève un tollé, mais personne ne s'inquiète de la stérilisation quotidienne des personnes aptes. Les jeunes hommes mariés des classes professionnelles sont aujourd'hui souvent contraints par les conditions de rester stériles, bien qu'ils désirent passionnément les enfants sains qu'ils pourraient avoir s'ils n'avaient pas des hordes de déficients à entretenir. Donc, ici, elle se réfère aux personnes qui vivaient en situation de handicap.
et en comparaison à la population active. Et donc, pour elle, l'utilisation de la contraception pouvait permettre d'éviter, d'augmenter donc, le nombre de personnes vivant en situation de handicap. Moi, ça a fait écho pour moi pendant la pandémie de Covid, il y a eu aussi des relents d'arguments darwinisme, par exemple, qui disaient qu'il y avait une sélection naturelle et que finalement, c'était pas si mal qu'il y ait cette pandémie parce que certaines personnes n'étaient pas une grande utilité pour la société. C'est des discours qu'on a entendus pendant la pandémie. Alors, voici un autre produit de l'institution eugénique de UCL. Donc, l'un des problèmes clés de l'index de Pearl, c'est qu'il a abordé donc, la contraception à travers cette optique eugénique. Comme si la contraception était importante parce que plus elle est efficace, plus on peut arrêter cette dégradation de l'humanité, selon son point de vue, et empêcher donc la fécondité chez certains groupes de personnes. Murphy, lui, a critiqué ça en caractérisant cette approche d'économisation de la vie. Il a dit donc que les pratiques qui valorisent et régissent la vie de manière différenciée en fonction de la capacité à valoriser la macroéconomie de l'État-nation, par exemple la capacité à contribuer au produit intérieur brut du pays. Donc, il a critiqué cet aspect-là. Quand on pense à la planification familiale dans le contexte du contrôle de la population, on parle du taux de croissance démographique de la population avec l'idée qu'on peut réduire ce taux qu'on voit comme un fardeau, en particulier en éradiquant en particulier les personnes qu'on considère intellectuellement inférieures ou les personnes avec un handicap mental ou physique ou une prédisposition à la criminalité. Je rappelle qu'on pensait à l'époque que la criminalité, c'était quelque chose d'héréditaire. Voici quelques exemples pour illustrer ça d'un point de vue historique. Alors là, c'est le cas des essais cliniques, des premiers essais cliniques de méthodes contraceptives à Porto Rico. Sanger, dont on a parlé, et des scientifiques de Harvard avaient choisi Porto Rico parce que la justification, c'est qu'il y avait beaucoup de pauvreté. Il y avait bien sûr un manque aussi de supervision dans ce domaine-là, donc il y a eu des exploitations. Il y a des données, on sait aujourd'hui que un trop grand nombre de personnes sont mortes de ces essais cliniques. Bon, bien sûr, les États-Unis et Porto Rico ont encore aujourd'hui une relation post-coloniale compliquée. Par exemple, une fois que les essais cliniques étaient conclus à Porto Rico, les Portoricains n'ont pas toujours eu accès aux méthodes contraceptives optimisées après, améliorées. Un autre exemple, dans le contexte colonial britannique, au Zimbabwe, c'est une histoire vraiment compliquée, mais par essence, en fait, la méthode Depo-Provera donc, a été testée de manière involontaire sur 14 000 femmes. Mais donc cette méthode a été fournie à l'époque coloniale par donc des travailleurs, enfin pardon,
par une minorité blanche. Et donc, ces rapports entre blancs et noirs de l'époque coloniale, en fait, ont eu des impacts négatifs par la suite parce que cette méthode contraceptive a été après connotée à l'époque coloniale. Donc, c'est important de comprendre que quand on parle de Depo-Provera dans le contexte du Zimbabwe, donc l'injection à base de progestérone seule, ça a encore aujourd'hui connotations coloniales. Et si vous en parlez en Zimbabwe, vous aurez des réponses vraiment très différentes sur le sujet que dans d'autres pays. Peut-être que certaines d'entre vous avez entendu parler du travail de Dorothy Roberts, Killing the Black Body, tuer le corps noir. Elle a beaucoup travaillé sur l'histoire de Northland aux États-Unis. Et en particulier l'utilisation de cette méthode contraceptive par le système légal, et donc en imposant des populations spécifiques, en particulier des prisonnières, des personnes en prison, pour utiliser donc cette méthode contraceptive. Et donc voilà, c'est un exemple clair de l'utilisation et assumé, un exemple assumé aussi par les juges et les législateurs de l'époque, donc d'utiliser la contraception à des fins eugéniques. Particularly for populations that they deemed the underclass. The Philadelphia Inquirer ran an editorial headline, Poverty and Norplant can contraception reduce the underclass. Après, Norplant a été retiré du marché aux États-Unis et en Angleterre aussi, mais est revenu depuis sous un autre packaging. On a vu le même phénomène avec Depo-Provera aussi. Alors, j'aimerais vous parler là de cette organisation qui a été fondée à la fin des années 70. C'était vraiment le fruit des luttes anti-racisme de l'époque et pour les droits civiques. Elles se sont rassemblées, ces femmes, autour de différents thèmes de justice sociale. Par exemple, donc elles se sont aussi manifestées à travers des actions militantes, des cas de grève, de sitting, etc. En particulier, elles ont mené cette campagne contre Depo-Provera à l'époque. Alors, ce qu'elle disait, c'est parce qu'elles sont considérées comme présentant un risque élevé de promiscuité, les femmes noires et blanches de la classe ouvrière sont souvent encouragées à accepter des contraceptifs présentant moins de risques, entre guillemets. Mais le risque réduit de grossesse est invariablement considéré comme plus important que le risque accru pour la santé. Donc là, tout ça s'est passé dans un contexte de stérilisation forcée de certaines femmes. Une étude a été menée dans l'Est de Londres et on a trouvé que les habitants locaux, disproportionnellement d'origine africaine, recevaient un nombre disproportionné de Depo-Provera par rapport à d'autres régions. À l'époque, ces femmes ont documenté beaucoup d'effets secondaires de cette méthode. The Bengali women have given birth at the hospital there seem to be disproportionately getting given Depo-Provera. Donc il y a eu une campagne vraiment constante contre Depo-Provera à l'époque en raison des
parce qu'elle était vue en fait comme une méthode pour contrôler la population noire en particulier, et aussi parce qu'on on avait la sensation qu'elle proposait, qu'elle était plus nuisible que d'autres méthodes et qu'elle avait plus d'effets secondaires. Donc ça nous amène au thème central de la justice reproductive. Et quand on pense à comment est-ce que les gens ont essayé de se dresser contre certains discours, alors moi, donc, par exemple, une façon de répondre à la philosophie eugénique, c'est de se refocaliser sur le choix. Donc, par exemple, on veut se focaliser sur le choix parce que c'est important que, voilà, on se focalise sur le choix individuel de la prise de décision. C'est important que le conseil permette l'autonomie, etc. Mais souvent, quand on se focalise sur le choix, une des limites, c'est qu'on ne prend pas en compte les structures plus larges qui déterminent la décision individuelle et le choix individuel. Mais comme je l'ai mentionné, cette idée que it's about choice, it's about people being able to be empowered to make their own good decision making, autonomy, not having to be coerced. So we need to have clinics where people have time. There aren't people campaigning out. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. S'il y a un biais des prestataires de santé, et si en tant que client, on a l'impression qu'on est jugé par l'autre, s'il y a ces préjugés-là, ça influence forcément le choix contraceptif. Donc, l'angle d'approche qui se focalise plutôt sur la justice en matière de reproduction se focalise donc sur, c'est une autre approche de la prise de décision. Et un des thèmes récurrents de l'approche de justice reproductive, c'est de se focaliser sur le pouvoir. Sur le pouvoir et le bien-être physique, mental, spirituel, politique, économique et social des femmes et des filles, et que ceci ne pourra pas être atteint sans que les femmes détiennent le pouvoir économique, social et politique et les ressources nécessaires pour prendre des décisions saines sur leur corps, leur sexualité, etc. Donc, souvent on dit, bon, si je vous donne tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez prendre une décision. Alors que quand on parle de justice, on se dit non, c'est pas suffisant, puisque les choix que les personnes ont ou les décisions qu'elles prennent sont déterminées par beaucoup de facteurs différents. Par exemple, si on ne peut pas, voilà, on fait la distinction entre un choix ou une décision qu'on est obligé de prendre d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si dans le contexte, si une femme a vu des violences infligées sur leurs enfants, par exemple, dans un contexte de guerre, et qu'elle décide de ne plus avoir d'enfants, est-ce que c'est vraiment un choix? Alors, Loretta Ross a dit, par exemple, que la justice reproductive a jeté des ponts entre les activistes et le monde universitaire en générant des milliers d'articles scientifiques, en créant des nouvelles organisations de femmes de couleur, en incitant les fondations philanthropiques à se réorganiser aussi. Mais c'est important aussi de reconnaître les limites de ces discussions qui ont lieu dans certains lieux, mais qui ignorent parfois des travaux qui ont été menés au sein des communautés. Alors ça, c'est une citation de Linda Smith qui est
between individuals that qui otherwise parle would depuis not plusieurs be décennies déjà de la décolonisation des méthodologies de I think recherche. it's Elle also dit important for décoloniser, c'est civilization, reconnaître le rôle souvent néfaste que of la having more colonisation a discussion joué in dans some la places, déformation des connaissances understand that et la a lot of the work needs to restructuration be de notre done needs to société. be done by C'est se demander communities comment themselves. démanteler les Here's épistémologies the last point. When dérivées we talk du about colonialisme decolonising et les frameworks, centrer have sur les multiple expériences des languages just on populations autochtones. decolonising and Là, tout decolonialising à... on its own. Voilà, donc But this quote on from parlait tout à l'heure de Dr. justice Fawaz épistémologique. Smith, Par professor exemple, on nous a dit in de New voir Zealand la who contraception wrote Decolonising à Methodologies travers several decades ago now, says to une decolonize seule, technology à travers une harms the role seule decolonisation optique played mentale. thought, knowledge and C'est, restructuring society. Asks how we understand voilà, c'est ce qu'elle remet en technologies cause. Donc, je sais que j'ai and plus beaucoup de temps, colonialism instead in centering through mais indigenous populations. ce qu'on encourage, Obviously c'est not only d'avoir une indigenous approche populations, but critique also du talking about secteur, ce qui implique de se poser ces questions-là, les questions qui sont affichées. at the heart of it and at the start, someone talked about Par exemple, comment, en quoi est-ce que cela est, par exemple, la politique, l'intervention qu'on essaye de mettre en place, en quoi est-ce que ça affecte les parties prenantes? particularly a developmental lens that it has all these economic benefits, and that's why we should be doing it. I'm conscious of time. Et puis surtout se poser la question sur comment est-ce que la politique ou l'intervention qu'on cherche à mener va être perçue par la communauté. Ça, donc cet outil a été construit il y a à peu près 4 ans avec l'idée que pour démontrer que 1 centime, pour le dire comme ça, investi dans la contraception pouvait avoir des retours de 9 centimes. Chaque centime ou chaque dollar investi avait des retours de 9 dollars pour chaque personne. Et ça prend en compte donc tous les bénéfices fiscaux, etc., autour de la contraception. And essentially, it was built about 3 or 4 years ago with the idea that £1 spent on contraception can give you £9 back in investment. And some of the Mais parfois, est-ce que ces outils, en fait, ce que ça suggère, c'est que finalement, chaque naissance est un fardeau économique pour l'État. Et donc, certaines personnes peuvent se permettre d'avoir plus d'enfants ou pas. I think it's really hard when you're in this space and you've been taught about public health a certain way to maybe not want to do these kind of things. But at the heart of them lies the idea that essentially some people innately have more value. Bon, moi, je vais vous demander après qu'est-ce que vous en pensez de ces outils de bénéfices, des avantages sociaux et fiscaux. Un autre sujet aussi que je trouve parfois problématique, c'est qu'on parle du contrôle des naissances d'un point de vue environnemental pour lutter contre le changement climatique, par exemple. I will open to the floor. I think people can probably guess where I lie on that spectrum. Again, we see similar issues happening when we talk about birth control in relation to Par exemple, l'Angleterre, on sait que le pays s'est développé à travers la révolution industrielle et qui a été soutenue par l'esclavage. Donc aujourd'hui, ça me paraît, c'est des discours de vouloir réduire les taux de natalité pour des raisons environnementales, comme si, sans prendre en compte l'histoire, pour moi, je trouve que c'est problématique. On a vu aussi, c'est la montée de l'écofascisme il y a plusieurs années à El Paso, au Texas. On a fait face à une tuerie qui a été motivée par des idéologies contre la migration et pour la protection de l'environnement. Je pense qu'il faut faire attention
à ne pas dans ces discours autour du bénéfice environnemental de la contraception. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on aborde avec précaution. So we've seen in recent years with El Paso and Christchurch mass killings, manifestos about immigration and environmental warfare and how untapped immigration is leading to lack of resources and the degradation of countries. And we have to be mindful of feeding into such narratives by these arguments around contraception and carbon emissions within our own sector. Donc, je crois que c'est très important de ne pas perdre de vue l'histoire. Individuals like Margaret Sanger to say that, okay, the only reason we have abortion clinics in Black neighborhoods and things like that is because people are trying to control for Black populations and things like that. Ici, par exemple, c'est voilà, ce que je veux souligner ici, c'est que la conversation peut être, c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Et ici, je voudrais vous partager, voilà, si ça vous intéresse, je vais publier un livre dans les prochains mois, le 6 avril, vous pouvez le précommander. Si vous voulez le lire, il a été publié par Wellcome Collection. And talking about how we should not be supporting this sector because they're inherently anti-Black as well. So I think people need to be mindful. À vrai dire, ils viennent juste de fermer leur propre collection dans un musée qui avait une collection donc d'art qui avait été simplement pillée. Generally across healthcare, mental health services and everything. So anybody wants to read it, it's by Wellcome Collection. Je crois que j'ai pris plus de temps que prévu, mais merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, c'était vraiment très approfondi et très, très intéressant. Moi, en vous écoutant, je me suis demandé quel type de travail, enfin, quel type de travail j'aimerais vraiment remettre en question pour comprendre quel est le contexte historique de ce travail. Ce que j'aimerais maintenant, je vais vous lire certaines des questions qui ont été envoyées. Il y a une question de Amelia. Sur le changement climatique et la contraception. Quelle est votre perspective sur le discours actuel du lien entre la contraception et le changement climatique? Est-ce que ce discours s'oriente plus sur le contrôle de la population ou sur améliorer l'environnement? Amelia, and Amelia is asking, she has two questions, but one of her questions is on climate change, climate change, contraception. Et une autre question sur comment est-ce que cet agenda peut être promu à travers des mouvements étudiants. Donc, est-ce qu'on... Then we also have another Et question from puis, Amber Clegg, who is working at LSHTM. She would like to know how this narratives and the neoliberal movement agenda and practices, how it can be pushed forward in terms of the student body, right? And she would like to know what are the critical social science perspectives that can be applied in this respect, and Annabelle, if we are able to apply this perspective. est-ce que vous voulez prendre la parole? Répondre à la première question. Has a question on how we can get more of this conversation, and not just conversations, but
actionable points and outcomes coming out of these conversations on power shifting between the global north and the global south. Ah, il y a eu un problème de connexion. I would give room for the speakers to respond to this question, and if there's more time, we'll get into other ones. Thank you. Vas-y, tu peux répondre à la question que tu For veux. Annabelle or Dr. Vicenza, please go ahead. Okay, so I'll go ahead. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Ce qu'on voit, c'est que il y a une rematérialisation de certains arguments aux États-Unis à travers la Banque mondiale dans les années 50 et 70 particulièrement. Moi, il y a un livre qui disait que pour préserver l'environnement, le déclin de la population était nécessaire et que certaines mesures devaient être mises en place. Et certaines des recommandations de l'auteur, c'était d'ajouter des stérilisants dans l'eau pour empêcher les gens de se reproduire. Et donc d'autres anthropologues soulignent aussi ce que disait Annabelle en se focalisant sur des modes de conception. Donc en fait, je crois que ça a plus à voir avec la manière dont les terres sont utilisées. À vrai dire, c'est plutôt dans la consommation, particulièrement aux États-Unis, qui a accéléré le changement climatique plus que la pression démographique en tant que telle. Il y a un excellent livre là-dessus qui se focalise sur l'industrialisation et c'est plutôt ça qui a été un accélérateur du changement climatique. Thank you. Annabelle, Annabelle, est-ce que tu veux aussi répondre à celle-là ou une autre question? Moi, en fait, je vous redirige, je vous invite à aller voir, à lire les travaux donc autour de la justice environnementale aussi, qui a une autre approche. Sur la question sur comment enseigner des approches alternatives, plus alternatives. Moi, je donne des cours dans plusieurs universités à Londres et la plupart des institutions sont très réceptives, mais ce qui est assez difficile, c'est que parfois, quand je reçois des financements pour ma clinique, on attend de moi que j'utilise certains outils plus que d'autres. Et donc, voilà. Donc, finalement, c'est à moi de dire merci, mais je vais utiliser une autre approche. Their fellowships, they want. When you become more senior in your role, I think, you know, my supervisor, my PhD, very supportive. Clinically, much more senior than academic. How can I support people that are avec plus d'expérience, on a plus d'assises pour soutenir d'autres personnes plus jeunes à utiliser des outils plus innovants. That is actually going to do that work, and I think that's really important as well, because I do think people want to do the more boundary pushing, like, okay, we're not going to use that tool. I'm going to do something that can be more rights-based, that clinicians and others can use to make this argument. But it's really challenging to get the support around that, you know, and get the people that can. Parce que ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de trouver les financements et d'avoir le soutien financier pour utiliser des approches plus innovantes, plus basées sur les droits. Donc bien sûr, donc, voilà, je crois que l'un des défis, c'est ça, c'est de s'assurer d'avoir le soutien autour de nous nécessaire. Asked about how to better engage global north and global south actors in this conversation and get actionable points. I would say that for power shifting, there's a need for continuous push
pushing. And every platform you get, you have to push these conversations. With the work we have been doing at the Power Shifting Subcommittee, we have individuals and institutions who have some of these historical leanings on colonization and also the power dynamics that they hold. But then they are holding themselves accountable to say, how can we do better? And we have utilized platforms such as conférences, summits, and also collaborations. Parfois, ces discussions peuvent être aussi générées au sein même des organisations. Nous, par exemple, on utilise différentes plateformes, différentes conférences pour insérer ces discussions sur le transfert de pouvoir sur ces différentes plateformes. Donc, je pense que c'est pas forcément facile, mais il faut continuer à contacter chacun des organisations de ces rencontres pour contribuer à définir leur agenda. Et puis d'une position d'honnêteté et de ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense aussi. Ça, je crois que c'est très important. Et il y a aussi un besoin de mission commune et alignée parce que moi, j'entends beaucoup ce mot décoloniser, etc. Mais c'est important de se demander s'il y a une vraie volonté derrière ça. Et pas simplement, on veut pas simplement cocher la case pour dire qu'on l'a fait, qu'on a abordé le sujet, mais il faut vraiment s'assurer qu'il y a une vraie volonté. Puis il faut aussi suivre les progrès qu'on fait en la matière. Et là-dessus, je vais simplement m'arrêter là et remercier les panélistes aujourd'hui, Annabelle et Vincenza. Annabelle, j'achèterai ton livre et je vous encourage tous et toutes à le faire aussi. Parce que moi, ce que j'ai tiré de ce webinaire en particulier, à un titre personnel, c'est comment est-ce que je peux m'imprégner un peu plus de l'histoire, connaître mieux l'histoire des programmes avec lesquels je travaille pour avoir une plus grande compréhension du contexte dans lequel je travaille. Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pourrez pas vous impliquer de manière opportune. Vous ne pourrez pas comprendre toutes les nuances. Et donc, j'espère que vous aussi, vous aurez tiré plusieurs réflexions de cette rencontre. Et je vous invite à nous rejoindre à notre prochain webinaire au mois de novembre. Alors, on a invité des organisations, des individus du domaine de la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive pour témoigner de votre propre histoire de transfert de pouvoir. Et ça sera aussi un lieu de discussion et puis de manière aussi très importante de prise d'engagement aussi. Je remercie l'Association interdisciplinaire pour les sciences de la santé de la population d'avoir organisé ce webinaire. Et on a enregistré cette réunion, comme vous le savez, et on vous enverra à tous les participants la vidéo. Si vous avez rejoint déjà notre comité de pratique, vous pourrez recevoir les ressources à travers par email également. Je vous souhaite une belle fin de journée et une belle soirée.